en tout cas faite par le magicien de la mal-gouvernance interne à une entreprise publique. Si je dis bien, si l'on se réfère aux propos justement de certains syndicalistes de la société Dakar Dem Dikk, tel que M. Boudiaby, qui a eu à dire ce matin qu'en réalité, il y avait des fautes de gestion très graves, en tout cas commises par le directeur sortant. Et lui-même a demandé au nouveau directeur général, lors de la passation de service, de signer tout document sous réserve en attendant que des enquêtes exhaustives puissent être menées afin de pouvoir situer la part de responsabilité par rapport justement à ce problème de trésorerie, en tout cas qui frappe de plein fouet la société Dakar Dem Dikk, mais également à plusieurs malversations constatées. C'est lui qui le dit. Peut-être également il faudra analyser ce limogeage-là par rapport à ce niveau. Par rapport au second niveau, relativement à sa sortie ici même à CNTV dans l'émission Sen Show où il a eu à aborder la problématique du troisième mandat, pas seulement au Sénégal mais dans la région ouest-africaine, en se référant sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Mali. À ce niveau, Maître Moussa Diop a raison sur toute la ligne, parce que aujourd'hui le président Issoufou l'a dit qu'il ne se présenterait pas en troisième mandat, le président Issoufou du Niger, parce que tout simplement il constate que ne pas refuser de ne pas se présenter en troisième mandat, mais est un pire coup d'État, un coup d'État constitutionnel, et qui est encore même pire assez souvent par rapport justement au désagrément, aux conséquences que ce type de coup d'État cause. On a vu ce qui s'est passé en Guinée, il y a eu énormément de morts et aujourd'hui Alpha Condé est sur le point de brûler à nouveau la Guinée. On a vu ce qui s'est passé également en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est à un pas de brûler la Côte d'Ivoire, et quoi qu'on puisse dire, il semblerait qu'au vu du déroulé des faits, que la bonne astuce a été donnée par Macky Sall lui-même à ses homologues de la Côte d'Ivoire, surtout parce que quand on regarde le comportement d'Alassane Ouattara vis-à-vis de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro qu'il a fini par exiler, aujourd'hui, c'est ce que le président Macky Sall avait fait à la veille de la présidentielle de 2019 en mettant de côté Khalifa Sall, l'emprisonnant, en mettant de côté Karim Wade, en l'exilant. Maintenant, on voit qu'après la Cour pénale internationale ait pris sa décision justement de laisser libre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire qui disait qu'elle ne pouvait pas juger ces deux protagonistes-là au régime d'Alassane Ouattara, qui aujourd'hui a pris la décision de tenir le procès et de les condamner. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on voit, ce que l'on constate, c'est que les présidents sont en train de se donner les bonnes recettes pour pouvoir postuler à une troisième candidature. Mais encore une fois, ici au Sénégal, je dis et j'ai l'habitude d'insister sur un fait. Nous ne devons même pas insister sur le fait que le président Macky Sall doit faire... Est-ce qu'il est vraiment opportun actuellement de parler de ce troisième mandat ici au Sénégal? Non, je dis, il n'y a pas d'opportunité. Maintenant, les faits peuvent nous pousser à commenter justement la problématique du troisième mandat. Parce que j'aime à le rappeler, le 31 décembre 2018, le président Macky Sall, devant des représentants de la presse sénégalaise et étrangère, devant ces ministres, en l'occurrence le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et celui qui avait conduit le référendum de mars 2016, en l'occurrence l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, avait eu à dire, je dis bien, avait eu à dire, à soutenir, à clamer, à déclamer que si les Sénégalais me renouvellent leur confiance à la présidentielle de 2019, j'en serai à mon second et dernier mandat, parce que moi-même, après la révision constitutionnelle, j'ai verrouillé totalement justement la problématique des mandats. Donc, il n'a pas parlé de durée, parce que l'article 27 ne parle pas de durée, mais l'article 27 parle de nombre de mandats, et l'on sait pertinemment qu'une réforme constitutionnelle est d'application immédiate, ce qui veut dire que si le président Macky Sall avait même fait un premier mandat de 10 ans et un second mandat de 3 ans, il ne peut pas se présenter à une troisième candidature. Et encore là, on parle de si la Cour constitutionnelle valide. Oui, on parle de troisième mandat, mais là même, il faut nuancer, parce qu'un troisième mandat suppose qu'en 2024, il va gagner. Donc ce n'est pas ce qui est loin d'être le cas. On devrait insister sur une troisième candidature et non pas sur un troisième mandat. La nuance sémantique est de taille. Donc, une troisième candidature, est-ce possible au Sénégal? En tout cas, la Côte d'Ivoire a montré la voie, la Guinée a montré la voie, mais il faut
impérativement se référer au Niger du président Issoufou, qui aujourd'hui a montré à l'ensemble de ses homologues de la CEDEAO qu'il était possible de pouvoir respecter la Constitution, parce que les présidents sont les garants de la Constitution, et le président a juré de faire respecter le contenu et le contenant de la Constitution, et le contenu et le contenant de la Constitution en son article 27 lui interdit justement une troisième candidature en 2024. Alors Momar, est-ce qu'on devrait s'attarder sur ce sujet? Parce que tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, à savoir Aly Ngouille Ndiaye, a fait une sortie en disant justement que c'est un sujet qui n'est pas d'actualité. Écoutez, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord, parce que ça a été évoqué par Mbo, dire que moi je ne partage pas la thèse qui justifie le limogeage de Moussa Diop pour faute de gestion. Parce qu'à ma connaissance, je ne crois pas que le président Macky Sall ait eu à limoger un seul de ses collaborateurs pour faute de gestion. Ah bon? Il serait assez étonnant qu'il en soit ainsi pour Maître Moussa Diop, surtout que celui-là n'a pas fait l'objet d'un rapport de l'IGE ayant épinglé sa gestion ou d'un organe de contrôle. Contrairement à d'autres responsables qui sont dans l'entourage du président de la République, qui ont été pourtant épinglés par des organes de contrôle et qui, au contraire, ont même été promus à 2 fonctions. Donc, très sincèrement, je ne crois pas à la thèse qui veut épingler vraiment une mauvaise gestion. Ça, c'est la première... excusez-moi, est-ce qu'on peut qualifier justement ces limogeages de tentatives de victimisation de ces soi-disant victimes de troisième mandat? Écoutez, il se pourrait également, parce que là aussi c'est une autre hypothèse qu'il faudrait peut-être avancer, que Maître Moussa Diop ait eu écho de son limogeage imminent. Il paraît qu'il y a 3 semaines. C'est possible, parce que quand même, nous sommes dans un état qui est en délitement, qui est en déliquescence, et où il est souvent fréquent que des décisions du président de la République fuitent dans la presse, avant même qu'il ne les rende publiques. C'est possible qu'il ait eu donc écho de son limogeage imminent, qui pourrait avoir été ébruité, et pour se victimiser et considérer par exemple, ou faire croire à l'opinion qu'il a été victime de sa sortie pour le 3e mandat, faire une sortie aussi tranchée sur le 3e mandat. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, il y a une question que vous avez posée tout à l'heure, à laquelle je vais répondre. C'est pourquoi le débat se pose aujourd'hui. Il faut dire que le débat n'avait pas été posé jusqu'à un certain moment. Au contraire, les Sénégalais, la classe politique de façon générale, étaient même résolument engagés dans le dialogue national. On avait vraiment tourné la page du débat sur le 3e mandat. Le débat est revenu en surface à la faveur de ce qui se passe présentement en Guinée et en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Quand même, nous appartenons à la sous-région. Tout ce qui concerne ces pays peut toucher directement le Sénégal, parce que nous sommes des voisins. Et c'est pour cette raison-là que le débat est revenu au goût du jour. Parce que le problème se pose aujourd'hui présentement en Guinée avec Alpha Condé, qui a modifié la constitution pour aspirer à un 3e mandat. Il en est de même pour Ouattara. Après le décès de son dauphin, désigné en l'occurrence Gon Coulibaly, il force pour avoir un 3e mandat. Et c'est dans cette situation-là, et surtout devant l'apathie de la CEDEAO par rapport à ces coups d'État constitutionnels, que le débat a refait surface au Sénégal. Et c'est tout à fait normal qu'on en parle, parce que tout simplement ce sont nos voisins, et le même scénario pourrait se produire au Sénégal. Mais il est évident que maintenant, il va falloir également que les personnalités qui sont autour du président de la République soient suffisamment responsables. Lui, il ne veut pas en parler. Il a fait injonction à ses responsables de ne pas en parler. Il ne veut pas en parler. Mais je voudrais également qu'il soit plus cohérent. Mais est-ce qu'il ne cache pas mal justement son intention de briguer ce 3e mandat? Ce qui intrigue un tout petit peu, c'est que le président de la République est dans une logique de 2 poids, 2 mesures par rapport au débat sur le 3e mandat. Il est très prompt à limoger tout responsable de son camp qui évoque le 3e mandat, mais sous l'angle de l'impossibilité du président de se représenter en 2024. On a vu le cas de Sori Kaba, le cas de Moustapha Diakhaté et aujourd'hui le cas de Maître Moussa Diop. Sachant qu'il leur avait interdit de parler. En revanche, on s'est rendu compte que quand vous allez dans le sens de valider la candidature du président Macky Sall en 2024, comme l'a fait Bougazeli et comme l'a fait également Mbaye Ndiaye, écoutez,
vous ne recevez pas la cravache du président de la République. On peut considérer dans le cas du député Bougazeli que le président de la République est quasiment impuissant et ne peut pas le limoger parce qu'il bénéficie d'un mandat de député à l'Assemblée. Mais quelqu'un comme Mbaye Ndiaye, qui est ministre d'État, il est à la merci d'un décret présidentiel. Et donc, pourquoi le président de la République laisse faire ceux qui parlent du troisième mandat, mais dans le sens de valider sa candidature en 2024? Et par contre, il est très ferme et inflexible par rapport à ceux qui évoquent le troisième mandat pour dire qu'il n'en a pas droit. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a 2 poids 2 mesures et qui intrigue. Il se trouve aussi que le président de la République a évolué dans son discours par rapport au troisième mandat. Souvenez-vous, quand il était à la quête d'un second mandat, il a eu à dire très clairement que le mandat qu'il était en train de faire était le premier. Et que si les Sénégalais lui renouvelaient leur confiance à l'issue de la dernière présidentielle, qu'il en serait à son dernier et second mandat. C'était totalement clair. Il avait dit qu'il n'y avait pas d'équivoque là-dessus. Ensuite, celui qu'on peut considérer comme le principal artisan de la Constitution ou du projet de réforme constitutionnelle, en l'occurrence l'ancien ministre garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, dit même que c'est une aberration que de croire que le président de la République puisse faire, après avoir été réélu par les Sénégalais, un autre mandat. Mais on a vu, il n'y a pas très longtemps, le président de la République, dans le cadre d'une conférence de presse au Palais, je crois que c'était le 31 décembre, a eu à dire, répondant à une question d'un confrère, qu'il ne dira ni oui ni non. Tout à fait. À partir de ce moment-là, le doute est permis. Et comme maintenant, il est fréquent qu'il limoge systématiquement ceux qui disent qu'ils n'ont pas le droit de se présenter, c'est vrai, le doute est permis. Tout à fait. Alors, Abdoulaye, est-ce que ce n'est pas tout simplement un prétexte, tout en sachant que le président de la République, lors d'un séminaire gouvernemental, avait demandé aux membres qui sont majoritaires de ne point parler justement de ce troisième mandat? Écoutez, est-ce que dans un État de droit, dans une république de démocratie tel que le Sénégal, on peut interdire à une personne d'aborder une question, fût-elle la lancinante question liée justement à une troisième candidature? Je ne le pense pas. Parce que quoi qu'on puisse dire, les acteurs politiques vont à la rencontre justement des populations, de la société civile et des médias et impérativement, la même question reviendra sur la table. Est-ce que vous pensez que le président peut aspirer justement à une troisième candidature? C'est une question qui va revenir comme justement une balle de ping-pong, dans un jeu de ping-pong. Maintenant, aujourd'hui, le président, s'il interdit, Momar l'a rappelé, s'il interdit de parler de la troisième candidature, ça doit être valable pour tout le monde. Nous avons récemment entendu le maire de Canel, peut-être même avant de parler, qu'il a eu à sucrer, à prendre justement un bâton de canne à sucre pour avoir osé justement soutenir qu'en réalité, la nouvelle constitution permet au président justement de pouvoir briguer une troisième candidature parce que tout simplement, selon la nouvelle constitution, alors qu'il n'y a pas de nouvelle constitution. Je rappelle, parce qu'il y a certains turifères de la galaxie APR-Benno qui soutiennent, en parlant du nombre de mandats, qu'il y a une troisième candidature en se référant justement au référendum de 2016, ce qui est archi faux. Il n'y a pas eu une dissolution totale de la constitution comme cela a été le cas lors du référendum de 2001, avec justement cette table rase qu'on a eu à faire concernant la constitution de 1963 qui était encore de rigueur au Sénégal. En 2001, il y a eu une adoption d'une nouvelle constitution et c'est cette nouvelle constitution qui est encore de rigueur et de vigueur au Sénégal. Il n'y a eu que des réformes constitutionnelles autour de quelques points, 15, si je ne m'abuse, et parmi ces 15 points, il y a justement l'article 27 qui dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. On aurait pu faire comme le Niger, parce que le Niger, pour éviter tout imbroglio d'interprétation juridique, a eu à dire nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs en aucun cas. Ici au Sénégal, peut-être que, je le disais ici la dernière fois, certains justement responsables APR-Benno devront retourner à l'école pour réapprendre à parler français, à comprendre français et à interpréter le français, parce que l'article 27, en réalité, il est d'une clarté absolue. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y a pas lieu d'interprétation. Oui, maman? La comparaison que vous faites par rapport au référendum de 2001 me paraît extrêmement important. Il a parfaitement raison. En 2001, il était question de changer
totalement de constitution, d'en adopter une nouvelle. Tout à fait. Et en matière de droit, quand on change de constitution, toutes les dispositions de la constitution antérieure sont anéanties. Et donc, sur la base même de ça, le président de la République, Abdoulaye Wade, à l'époque, était même fondé à viser une troisième candidature en 2011. C'est-à-dire, il y avait une campagne qui avait été menée contre lui, et il a eu également cette malheureuse phrase, lorsqu'il a eu à dire « Ma waxoon waxeet », un ressort s'était cassé par rapport à la population. Le contrat de confiance qui est lié aux Sénégalais était complètement cassé et brisé. Et peut-être c'est pour cela qu'il a eu du mal à faire admettre une troisième candidature en 2012. Mais il en avait la possibilité, contrairement au président Macky Sall. Donc là, Mbow a parfaitement raison. On n'a pas changé en 2016 la Constitution. Il y a eu 15 points de réforme qui ont été soumis à référendum. Et sur le mandat, c'est très important, sur le mandat, le point de réforme ne concernait pas la limitation des mandats à 2. Ça ne concernait que la durée du mandat. Parce que le président voulait que le mandat passât de 7 à 5 ans. Et donc, la réforme sur le mandat n'a concerné en réalité que la durée du mandat, qui est passée de 7 à 5 ans, mais pas sur la limitation des mandats qui était verrouillée depuis l'ancienne constitution à 2. Maintenant, le président Macky Sall, et c'est tout à son avantage, il a même eu à ajouter une redondance. Non seulement c'était verrouillé par la constitution qui avait été votée par 2001, mais il a eu à ajouter une phrase, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc je crois que c'est suffisamment clair de ce point de vue-là qu'il ne peut pas y avoir vraiment confusion à la matière. Mais qu'est-ce qui devrait être revisité dans ce cas? Qu'est-ce qui devrait être révisité dans ce cas? Soit c'est la durée des mandats ou bien justement les 2 mandats consécutifs? Non, les 2 mandats depuis la constitution de 2001 a été verrouillé à 2. Le président Macky Sall a fait une précision de taille en disant que nul ne peut faire plus de 2 mandats, ce qu'il a inscrit. Ce qui est une avancée par rapport au verrouillage que Wade avait consacré en 2001. Donc c'est suffisamment clair. Sur ce plan-là, il n'y a pas de confusion là-dessus. Maintenant, on peut comprendre que le président Macky Sall ne veuille pas qu'on parle du 3e mandat. Non pas parce qu'il a la volonté peut-être d'aller vers une 3e candidature, mais parce qu'il voudrait la sérénité et la quiétude dans son camp. Vous n'êtes pas sans savoir que peut-être dans son camp, il y en a qui ont peut-être des agendas cachés. Il y en a qui, si jamais ils savaient que le président n'allait pas se représenter en 2024, seraient peut-être dans une situation d'afficher leurs ambitions. Ce sera vraiment le charivari dans le cas présidentiel. Il se pourrait que ce soit tout simplement ça qui milite en faveur d'un président de la République qui ne voudrait pas du tout qu'on évoque l'histoire du 3e mandat. Mais là où c'est incohérent, tout simplement, et Mbow l'a dit, c'est que il est sans rémission par rapport à ceux qui disent non, et il a un silence quasiment complice vis-à-vis de ceux qui disent oui. Justement, Abdoulaye, n'est-il pas le moment que le président de la République clarifie ce sujet une bonne fois pour toutes? Mais le président l'a déjà clarifié. Ouais. Le président l'a clarifié, l'a reclarifié et n'a pas cessé de clarifier justement cette donne concernant le nombre de mandats. Peut-être qu'il a eu à faire, en tout cas, peut-être un contournement pour éviter toute interprétation dans son cas. Momar l'a rappelé lorsqu'il a répondu au soir du 31 décembre dernier qu'il ne répondrait par ni oui, ni non. Mais Ismaïla Madior Fall, qui était l'artisan justement du référendum, a eu à dire par plusieurs sorties qu'en réalité, après l'adoption justement du référendum, si le oui l'emporte, en réalité, le Sénégal sera à l'abri de toute turpitude liée justement à une 3e candidature. Et je crois bien que les plus proches collaborateurs du président Macky Sall l'ont également dit, au même titre que le président Macky Sall lui-même. J'ai rappelé sa conférence de presse du 31 décembre 2018. Allons dans les archives pour voir ce qu'il a eu à dire, et véritablement, on ne pourra que dire que le président de la République a été clair sur cette question-là. Mais là, il ne faudrait pas que l'on essaye également de
ça ne manquera pas justement des personnalités au niveau du parti au pouvoir, au niveau de la coalition au pouvoir, qui essayeront, parce que à la recherche justement de certaines jouissances liées au pouvoir, ce sont ces personnes-là, ce sont ces bouches-là qui ne sentent pas de tout bon, qui se permettront de soutenir qu'en réalité le président a droit à une troisième candidature. Maintenant, quand on voit la posture du Parti socialiste, quand on voit la posture de l'Alliance des forces de progrès, quand on voit la posture du Parti de l'indépendance et du travail, et quand on voit la posture du Rassemblement des travailleurs africains du Sénégal de l'âge Momar Sam, aujourd'hui on est en droit peut-être d'avoir confiance, parce que ce sont ces acteurs clés qui, aux côtés de Macky Sall lui-même à la recherche d'un premier mandat, qui avait dit que Maître Abdoulaye Wade n'avait pas droit à une troisième candidature. Ce sont ces leaders qui ne cessaient d'organiser des manifestations au niveau de la place de l'Obélisque, au niveau de l'esplanade de Guédiawaye, au niveau des différents départements du Sénégal. Et on a vu qu'avant la présidentielle de 2012, le Sénégal a perdu 12 personnes. 12 personnes sont mortes pour la défense de la Constitution. Aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez que Moustapha Niasse, qu'une Aminata Mbengue Ndiaye qui aujourd'hui culmine à la tête du Parti socialiste, que Momar Samb, que Nicolas Ndiaye, malgré la scission au niveau de la Ligue démocratique et des autres mouvements et partis et coalitions qui ont eu à défendre la thèse de la non-troisième candidature d'Abdoulaye Wade, puissent aujourd'hui arguer que leur mentor, qui n'est autre que le président Macky Sall, pourrait justement postuler à une troisième candidature. Ce serait justement une abomination historique, ce serait véritablement une insulte à l'histoire justement du Sénégal, ce serait un affront face justement aux 16 millions de Sénégalais qui ont eu à combattre aux côtés de ces leaders-là pour justement aller dans le sens de dire non à une troisième candidature. Et la sanction, malgré l'insistance d'Abdoulaye Wade, a été claire, puisqu'au sortir des urnes, c'était la première fois qu'un président sortant n'a pas atteint la barre des 40% des suffrages valablement exprimés. Et au second tour, il avait été laminé avec la victoire de Macky Sall, qui a eu à engranger 65% des suffrages valablement exprimés. Aujourd'hui, je crois bien que le président Macky Sall, il est assez responsable, il est assez alerte par rapport à son histoire politique, qui me pousse à dire, à croire, à défendre qu'en réalité, en 2024, il se prendra tout le Sénégal, parce qu'il ne sera pas candidat à une troisième élection en 2024. Je m'inscris dans cette note positive et je voudrais terminer là-dessus, parce que sans doute on va terminer là-dessus. Moi, je pense que le débat sur le troisième mandat va très vite s'estomper. On espère. Parce que d'abord, il ne faut pas lui donner une proportion qu'il n'a pas. C'est pas le propre du Sénégal que dans le cadre d'un second mandat, qu'il y ait autant de bruit. Même dans les plus grandes démocraties comme les États-Unis, il y a ce qu'on appelle le syndrome du second mandat. C'est-à-dire quand le président est dans un second mandat, écoutez, il y a des lignes qui bougent, il y a des ambitions qui peuvent s'afficher de gauche à droite, etc. Donc c'est tout à fait normal. La deuxième chose, et je l'ai dit tout à l'heure, ce débat-là, la page était tournée depuis un certain temps, mais il a été remis au goût du jour à la faveur de ce qui se passe en Guinée et en Côte d'Ivoire. Et comme nous sommes des pays tout à fait proches, c'est tout à fait normal que le scénario qui se passe en Guinée et en Côte d'Ivoire suscite les gens à s'interroger sur l'avenir plus ou moins lointain du Sénégal. C'est tout à fait normal. Ensuite, je pense que il y a en communication ce qu'on appelle un effet d'agenda. Et l'effet d'agenda sera de nature à ce que cette page du débat sur le troisième mandat sera tournée quand il y aura les conclusions du dialogue national. Tout à fait. Parce que le rapport de la commission politique a été déposé entre les mains du président de la République. Il va faire un arbitrage et ensuite on saura la quintessence de ce qu'il faut retenir de ce rapport. Famara Ibrahima Sagna a été prorogé de 3 mois. Le dialogue national donc va se produire et va accoucher de très grandes orientations. Et je crois que sous peu, le débat sera sur ces questions-là plutôt que sur la question du troisième mandat. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Momar Diong, encore une fois. Merci, Abdoulaye Bou. On se retrouve tout de suite pour l'actualité commentée, la deuxième partie.
Démarrons avec le SAEMS qui pense qu'il y a un risque de perturbation du système éducatif dès la rentrée prochaine. Pour autant, son secrétaire général national nourrit l'espoir que le gouvernement profitera des mois de septembre et octobre pour résoudre 2 points revendicatifs. Il s'agit notamment de la mise en place d'un plan spécial destiné à l'apurement du passif et de l'audit du logiciel de paie de la solde en vue de régler les surimpositions des rappels payés aux enseignants. Saourou Sen, secrétaire général national du SAEMS, ce que je vous propose d'écouter au micro de Nonko Bakayoko. Ouvrir ses portes au mois de novembre. Je crois que si nous voulons un système stable, c'est pendant cette période d'accalmie, du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre, que le gouvernement devra saisir ces moments d'accalmie pour partager très sérieusement avec les organisations syndicales. Pour qu'avant qu'on arrive au mois d'octobre, mais que toutes ces questions-là soient vraiment des questions réglées. Parce que le contraire nous exposera à des perturbations, mais dès la reprise des enseignements-apprentissages. On parle justement de risque de perturbation du système éducatif dès la semaine prochaine. Écoutez, il faut souhaiter tout simplement que la formule qui a été trouvée jusque-là par la COSYDEP puisse vraiment prospérer. Je crois qu'en octobre, ils vont organiser 2 panels dans le cadre de leur concept « Nos vacances pour l'école ». Je pense que ça permettra quand même de mettre sur la table tous les points d'achoppement qu'il y a eu jusque-là entre le gouvernement et le syndicat pour préparer au mieux les prochaines rentrées. Je crois qu'un concept comme celui-là permettra à tous les acteurs de se mettre autour d'une table et de mettre à profit ces vacances scolaires pour aplanir toutes les divergences au point de permettre à la communauté scolaire l'année prochaine de commencer sous le bon auspice. Tout à fait. Leur formule, ça s'appelle Nos vacances pour l'école. Il y a un dispositif que j'ai vu en France qui s'appelle les vacances apprenantes et qui consiste à essayer de gommer durant les vacances le déficit accumulé par les élèves à cause de la pandémie. Ça a été mis en place durant la Covid. Oui, je crois que les vacances pour l'école de la COSYDEP devraient pouvoir s'appeler, pourquoi pas, les vacances stabilisantes ou les vacances pacifiantes, un peu pour faire la rime avec les vacances apprenantes, le dispositif qui existe en France, pacifiante et stabilisante par rapport à l'atmosphère de la prochaine rentrée. On voudrait vraiment que tout soit aplani pour que les gens, en toute sérénité, puissent vraiment redémarrer les cours. Momar, cette formule, est-ce que véritablement ça pourrait payer ici au Sénégal? Ça pourrait payer si c'est vraiment inclusif, si c'est tous les acteurs qui se retrouvent sereinement, sans passion. Parce que la période des vacances est propice à cela. Et puis, ça permettra à tous les acteurs de discuter très sereinement et d'aplanir toute cette question. Parce qu'il faudrait savoir que cette affaire-là, ce n'est même pas l'affaire tout simplement des syndicats et du gouvernement. C'est l'affaire de toute la communauté scolaire. Tout à fait. Et il est évident que les associations des parents d'élèves, etc., peuvent également venir, non seulement en tant qu'acteurs, mais en tant que garants des accords qui seront conclus et de leur applicabilité ultérieure. Je crois que tout cela permettra quand même peut-être d'embrasser l'année prochaine avec beaucoup plus de sérénité. Parce qu'il serait extrêmement grave, après le déficit qui a été accumulé à cause de la pandémie, donc une année quasiment escamontée, qu'on se retrouve l'année prochaine avec une année qui ferait l'objet de perturbations. Je crois que ce serait trop. Abdoulaye. Oui, mais chaque année, il y a une période sabbatique, justement pour enclencher des pourparlers, afin d'aller dans le sens d'avoir, en tout cas, une année scolaire stable. Et cette période sabbatique, c'est la période des grandes vacances. Aujourd'hui, avec la pandémie et les ravages qu'elle a eu à faire dans le système éducatif sénégalais, à la fin de la tenue des examens et du baccalauréat et du BFM, aujourd'hui, je crois bien que les gouvernants et principalement le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Travail, etc., devraient pouvoir prendre langue avec les différents syndicats d'enseignants. Parce que, quoi qu'on puisse dire, il y a eu des élections de représentativité au Sénégal. Maintenant, il faut prendre langue avec l'ensemble des acteurs, essayer justement de trouver la bonne formule. Parce qu'on le rappelle, c'est l'autorité qui a eu à signer des accords en 2016 et disait que c'était des accords réalistes et réalisables. C'était sous le magistère de Mansour Sy, alors ministre du Travail. Donc, je crois bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un système éducatif, apaisé. Parce qu'il y a eu pratiquement 6 mois ou 7 mois, ou plus même, qui a poussé les élèves à ne pas aller à l'école. Mais imaginez une nouvelle
nouvelle rentrée avec encore la présence de la pandémie, les perturbations que cela peut engendrer, et que l'on ait également des grèves cycliques, des débrayages cycliques. Maintenant, il est impératif également que les syndicats des enseignants puissent aller dans le sens de pouvoir se retrouver, parce qu'il y a des syndicats sur liste singleton qui n'ont pas 4 membres et qui font énormément de bruit, parce que tout simplement, sans le dire, ce sont des personnes encagoulées qui font également et qui versent dans la politique politicienne. Qui ne parlent pas le même langage, c'est je vrai. crois bien que pour le bien de l'école sénégalaise, ces acteurs et les autres acteurs devraient pouvoir se retrouver pour former une task force de syndicats d'enseignants qui portera la voix de l'ensemble des enseignants au Sénégal, près de 97 000, c'est énorme. Donc, pour que l'enseignant qui se trouve à Kolda, qui se trouve à Saraya, qui se trouve à Kédougou, qui se trouve à Tambacounda, puisse sentir que c'est un fonctionnaire justement de l'État du Sénégal et justement éviter des grèves, éviter des débrayages pour que le système éducatif sénégalais puisse retrouver son lustre d'antan. Sinon, faire juste un clin d'œil à Tchermbo, coordonnateur de la COSIDEP, pour dire que son concept des vacances pour l'école n'ont jamais été aussi bien nommés et aussi pertinents qu'à cette période-là où il va falloir toute la sérénité pour bien entamer l'année prochaine. Très bien. Cher Mo, à qui nous disons bonjour. Et nous parlons également politique dans l'actualité commentée. Le président du parti Force démocratique du Sénégal, les Galawa, se dit sidéré et choqué par le débat sur ce qu'il qualifie de pseudo-débat politique. Pour Dr Babacar Diop, au moment où le pays va mal, il est indispensable d'attribuer 2 milliards à un parti politique soi-disant chef de l'opposition. Nous l'écoutons au micro de Younous Baldé. En vérité, le dialogue que nous avons au Sénégal est un ramassis de conneries politiciennes contre le peuple. Le dialogue, le débat sur le pseudo-statut de l'opposition est inopportun, malsain. C'est pourquoi nous, FDS, nous dénonçons ce débat. Docteur Babacar Diop pense que justement ce débat politique est du Warsakhala, du Nadje politique. Mais écoutez, en voici également un autre débat inutile, un peu à l'image du 3e mandat. Je crois que ce n'est vraiment pas la peine. Parce qu'à supposer même qu'on veuille aller vers la désignation d'un chef de l'opposition, il faudrait que même si c'est consacré par la Constitution, qu'il y ait une loi pour spécifier par quelle voie il faudrait passer pour désigner le chef de l'opposition, voie présidentielle ou voie parlementaire. Et quand bien même on arriverait à s'entendre tout cela pour mettre une loi à la disposition de l'Assemblée nationale, mais si l'Assemblée nationale vote cette loi, son application, suivant le principe de la non-rétroactivité, ne peut pas se faire maintenant. C'est-à-dire on ne peut pas se baser sur la dernière élection présidentielle ou les dernières élections législatives sur la base de la non-rétroactivité de la loi pour désigner qui de Idrissa Seck ou qui de je ne sais qui d'autre va être chef de l'opposition. Ce n'est qu'à l'issue, même si la voie est notée, qu'à l'issue des prochaines élections législatives prévues en 2022 ou de la prochaine présidentielle, qu'en fonction de la voie qui sera choisie, voie législative ou voie présidentielle, qu'un chef de l'opposition pourra être désigné. Donc c'est un débat proprement inutile. Je crois bien qu'aujourd'hui, la vérité, pour avoir un système politique stable, un système politique cohérent, un système politique de confiance, je crois bien que le cocktail qu'il faut est déjà présent. Il faut que le président ouvre ses tiroirs et mette sur la table justement ce pourquoi les Sénégalais avaient voté oui lors du référendum de 2016. Dans ces 15 points, il était question de modernisation des partis politiques au Sénégal. Il était question également de financement des partis politiques au Sénégal. Donc je crois bien qu'il faudra trouver la bonne astuce pour aller dans le sens d'une modernisation, autrement dit d'une rationalisation drastique, et il faudra de la volonté politique parce que nous avons plus de 300 partis politiques pour un pays de 15 millions d'habitants, alors que les 80% justement des partis politiques n'ont même pas de siège. C'est monsieur qui est secrétaire général, c'est madame qui est la présidente du mouvement national et c'est la fille qui est la présidente du mouvement. Mais c'est parce qu'on le sait pertinemment, aujourd'hui la politique est devenue un métier au Sénégal.
C'est ça le drame. Alors qu'on sait pertinemment que ceux-là que l'on connaît bien, Momar, sur la scène politique sénégalaise, sont des administrateurs civils, sont des avocats, sont des économistes, etc., etc. Mais aujourd'hui, il y a de grands chômeurs qui ont créé des partis politiques et qui ont fini de transformer la politique en métier parce qu'en réalité, c'est un jeu de chantage, un jeu de combinaison pour pouvoir disposer d'un poste. N'est-il pas parce que la politique paye mieux, comme oui, ce que l'on mais dit? bien évidemment, il y a une marchandisation de l'activité politique. C'est ça le drame. Maintenant, il nous faut impérativement, à côté, la Mauritanie, aujourd'hui, un parti qui n'obtient pas, je sais pas, 15-5% à l'issue des élections locales ou législatives, mais est un parti dissous. Aujourd'hui, pourquoi on ne le ferait pas? Il y a la loi de 81 qui parle justement de la mise à disposition de la tutelle, autrement dit, du ministère de l'Intérieur, le bilan comptable des partis politiques. C'est combien de partis politiques qui respectent cette disposition de la loi ici au Sénégal? Même le parti au pouvoir, est-ce qu'il le respecte si l'on sait pertinemment que les partis au pouvoir qui ont précédé l'Alliance pour la République au pouvoir